Salut ma Africa Lovers. Si l'histoire de la plus grande révolution noire est incontestablement celle de Haïti, une autre inconnue, voire presque, est une inspiration incontestable jusqu'à présent et elle s'est passée au Brésil. Le Brésil est le pays sud-américain à avoir reçu le plus d'esclaves noirs à l'occasion de la traite négrière, esclaves venant de différents horizons et territoires, mais plus précisément de l'Afrique du centre-ouest, c'est-à-dire de l'Angola et du Congo, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que l'influence culturelle des Africains sur ce grand pays n'est plus à démontrer. Festivals, cuisine, religion, savoir, histoire, danse. Autant d'influences africaines qui ont rythmé et continuent d'ailleurs de rythmer la vie de ce pays. Ce sont ces esclaves noirs qui ont organisé la plus grande révolution noire pendant un siècle et plus au Brésil. Voilà leur histoire. Projecteur. Otep ma Africa Lovers, merci de porter de l'intérêt à notre chaîne. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir Peuple Eben, n'oubliez pas que vous pouvez faire vos dons en cliquant sur le lien PayPal sur la bannière ou en cliquant dans le lien dans la barre de description. Selon une définition plus académique, il y aurait eu 3 formes de base de résistance active à l'époque coloniale au Brésil, à savoir les colonies fugitives appelées quilombos, les tentatives de prise de pouvoir et les insurrections armées qui ne cherchaient ni l'évasion ni le contrôle, mais l'amélioration. Les 2 dernières ont donc prévalu dans la première moitié du 19e siècle, période de transition politique au Brésil et d'accélération de l'esclavage avec l'Afrique. Les quilombos constituent un phénomène antérieur au 19e siècle et présente un intérêt considérable pour l'histoire africaine. Il se rapprochait le plus de l'idée de recréer les sociétés africaines dans un nouvel environnement et contre vents et marées. À partir du 17e siècle, des rapports font état de la formation de communautés d'esclaves en fuite au Brésil. Ces communautés de fugitifs étaient connues sous le nom de quilombos ou macombos. Dans la plupart des langues bantoues d'Afrique centrale et centrale occidentale, le mot quilombo signifie campement. En Afrique centrale occidentale au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, le mot quilombo désignait également les rituels d'initiation des sociétés militaires des Ibangala ou Diagas du nord-est de l'Angola. Il est important de noter que la colonie portugaise du Brésil était une cible pour d'autres forces coloniales pour toutes les ressources et la main-d'œuvre d'esclaves disponibles. C'est dans ce contexte qu'en 1630, les Néerlandais s'emparent de la région de Pernambuco. Dans les 10 années qui suivent, les Portugais abandonnent le Brésil, mais sur place, la résistance s'organise contre les Portugais et les Africains sont en première ligne avec le fameux combattant noir Henrique Dias. C'est à la faveur de ces événements que beaucoup d'esclaves noirs ont fui les plantations pour rejoindre les quilombos. Alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches académiques systématiques dans ce domaine, il a été suggéré que l'existence d'une culture esclavagiste et la récréation de nombreux éléments importants du rituel du quilombo parmi les captifs du Brésil ont servi à aider les esclaves à établir des quilombos. Ils se sont réorganisés en communautés africaines de diverses régions, y compris des crioulos d'origine brésilienne. Initialement, les quilombos étaient formés par des Africains de diverses ethnies et de différentes langues. Ils existaient à différents endroits sur le territoire colonial brésilien. Ils étaient nombreux, mais rien ne se compare dans les annales de l'histoire brésilienne à la République nègre de Palmares dans le territoire de Pernambuco. Pernambuco était le territoire au nord-est du Brésil. Cette république noire, clandestinement installée sur le territoire portugais de Pernambuco, va durer près d'un siècle. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour que cette vidéo soit propagée à ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Afrique. Entre 1672 et 1694, les quilombos de Palmares ont résisté en moyenne à une expédition portugaise tous les 15 mois. Dans la dernière expédition contre des Palmares, une force de 6000 hommes a participé à 42 jours de siège. La couronne portugaise a subi une perte cumulée
de 40 000 croisés. Un historien du début du 19e siècle pourrait facilement classer Palmares comme l'exception inhabituelle, un véritable gouvernement de Noirs en fuite sur le sol brésilien. En fait, Palmares n'était pas qu'un quilombos. La communauté était une collection de nombreux, peut-être des dizaines de quilombos réunis à des fins de défense et de survie. Entourés de montagnes et de forêts en grande partie inaccessibles, les habitants de Palmares pouvaient compter sur une protection naturelle considérable. Cette région était appelée Palmares parce qu'il y avait de nombreux palmiers. Les quilombos de Palmares de 1677 englobaient plus de 60 ligues. Il ne faisait aucun doute que Palmares maintenait sa véritable force en fournissant nourriture et sécurité aux habitants, en grande partie des cultivateurs de terre qui plantaient toutes sortes de légumes et savaient les stocker contre la guerre et l'hiver. Alors que même Palmares naissait, les premiers habitants de Palmares renaissaient, car ils créaient un nouveau monde, un monde africain réinventé au Brésil par des Noirs fugitifs. Les habitants de Quilombos étaient des esclaves nés au Brésil et des Africains aux identités ethniques diverses. Ils ont forgé un monde dans lequel ils pouvaient vivre en liberté. Ils ont recréé leur culture et se sont organisés militairement afin de combattre leurs envahisseurs. Ils ont établi des pratiques économiques afin de garantir leur survie. C'est le développement de ce système social original qui inquiète et effraie les propriétaires terriens et les autorités portugaises. Au milieu du XVIIe siècle, la population de Palmares atteignait déjà plus de 20 000 personnes. Parmi ceux qui y résidaient dans ces montagnes se trouvaient des Noirs, des personnes d'ascendance mixte et même des Indiens et des Blancs qui se cachaient des autorités coloniales. Cependant, l'intégration au Palmares, en tout cas pour les Noirs, faisait l'objet de conditions particulières. En effet, les seuls esclaves étaient ceux qui étaient capturés dans les razzias. Il leur était donné la possibilité de devenir libres à une condition: retourner en raid et récupérer d'autres esclaves qui leur serviraient de substituts. Initialement, les quilombos étaient formés par des Africains de diverses ethnies et de différentes langues. La culture des Palmares s'est donc formée à partir d'une combinaison de ces différentes cultures. Les Africains du groupe ethnique linguistique bantou, originaires des régions du centre-ouest de l'Afrique, c'est-à-dire Congo et Angola, prédominaient. Malgré cela, la culture africaine des Palmarinos a été transformée en quelque chose de nouveau. Les pratiques religieuses forgées dans ces quilombos avaient autant de traces de la magie et des rituels de diverses parties de l'Afrique que des religions indigènes et du catholicisme populaire appris dans les quartiers esclavagistes. En effet, certains de ces Africains étaient déjà entrés en contact avec le christianisme en Afrique même, datant du début de l'occupation européenne au milieu du XVe siècle. Si vous voulez savoir comment l'Afrique a résisté à la conquête coloniale, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Ce n'était pas seulement que leur passé africain était recréé, mais les habitants de Quilombos, non seulement les Africains, mais aussi les Afro-Brésiliens et ceux nés libres dans les forêts ont réinventé une nouvelle Afrique au Brésil. Tous les habitants de Palmares se considéraient comme sujets d'un roi qui s'appelle Janga Zumba, qui signifie Seigneur, et il est reconnu comme tel tant par ceux qui sont nés à Palmares que par ceux qui les rejoignent de l'extérieur. Les plus importants quilombos portaient le nom de leur chef et commandant. Le quilombo principal, connu sous le nom de Macaco, était le centre politique et administratif fonctionnant comme la capitale de Palmares. C'était aussi le plus peuplé, avec des milliers de maisons et la maison du Janga Zumba. Les autorités coloniales portugaises, qui ont rencontré de nombreuses difficultés dans leur tentative de détruire les quilombos, ont commencé à proposer des traités de paix cherchant à reconnaître l'autonomie des quilombos sous la couronne, la liberté des Noirs nés à Palmares et le retour de tous les autres fugitifs. Alors qu'un accord a été initialement accepté en 1678, il a été ensuite rejeté
par les quilombos et saboté par les éleveurs et les hommes d'affaires qui s'intéressaient aux terres occupées par les quilombos. Néanmoins, Palmares a été essentiellement détruit en 1695 par des combattants mercenaires appelés bandeirantes qui ont emmené des canons pour détruire les fortifications que les habitants des quilombos avaient construites. Mais Zumbi, le successeur du Janga Zumba, continua de résister et de se battre contre les autorités portugaises. Les forces coloniales ont ratissé les montagnes à la recherche de Zumbi. Plus que la simple destruction de Palmares, sa capture était considérée comme d'une importance fondamentale pour les autorités coloniales. Le chef bien protégé de Palmares a finalement été trahi. Il fut retrouvé et assassiné le 20 novembre 1695. Après 1695, d'autres quilombos Macambo ont continué de se faire et de se défaire. Ainsi, bien qu'ils ne soient pas totalement détruits, l'unité des quilombos à la manière des Palmares ne se réalisera plus jamais. Malgré ce fait, la mémoire des quilombos et des combattants comme Zumbi reste à jamais dans la mémoire de la communauté noire au Brésil. Les quilombos et les Palmares en particulier restent des exemples remarquables d'une communauté noire qui a réussi à se recréer et à établir en plein territoire colonial tout un gouvernement indépendant avec une culture typiquement africaine dans un territoire complètement opposé à l'Afrique. Il a réussi non seulement à recréer un gouvernement, une culture, mais aussi une économie et une armée forte avec des moyens de se défendre contre l'ennemi. L'exemple de la force que peut se représenter une communauté noire soudée. Si vous voulez savoir ce que faisaient les Africains en 1492 lors de la découverte du Nouveau Monde, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.